Non, je vous rassure, je me lance pas dans un tour du monde avec une vidéo par pays, non. Mais pour vous raconter un peu ma vie, ça fait 3 ans que j'habite au Bangladesh, un pays dont on parle pas beaucoup mais qui suscite quand même des images très fortes de surpopulation ou encore de pollution. Images qui sont malheureusement vraies, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi penser facilement au textile, une industrie qui est effectivement très présente dans les grandes villes du pays, mais là encore, ça se résume pas qu'à ça. Alors bien évidemment, on va pas faire le tour de tout ce qu'il y a à savoir en 4 points, mais j'espère que vous en apprendrez un peu plus sur ce petit pays qui est quand même, il faut l'admettre, très attachant. Allez, c'est parti. Et pour commencer, le Bangladesh, qu'est-ce que c'est? শুধু দর্শক মন্ডলী, এখন আপনাদের কানে আসতেছে স্টোইক দিসের গান। তো তাড়াতাড়ি আপনাদের টুইন ওয়ানের ভলিউম অন করেন, যাতে ফাইটটা যাইতাম মইরা যায়। Le Bangladesh, c'est là, au nord du golfe du Bengale. Un petit pays de 147 km², soit une taille similaire à la Tunisie, la Grèce ou à la moitié de l'Italie. Il est principalement entouré de l'Inde, si bien qu'on pourrait croire qu'il est complètement dedans, mais il possède également une petite frontière avec le Myanmar, ancienne Birmanie, un autre pays fascinant d'ailleurs. Mais le Bangladesh n'est pas isolé que ça pour autant, car si on regarde la carte de la région indienne qui s'appelle le corridor de Siliguri, on peut voir qu'il est qu'à 25 km du Népal, 70 km du Bhoutan et 90 km de la Chine, ce qui n'est pas grand-chose. Au même titre que les pays en stan vu le mois passé, le Desh de Bangladesh se réfère au pays. Le Bangladesh est donc tout simplement le pays des Banglas, aussi appelé Bengali, et il porte bien son nom puisque les Bengalis représentent 98% de la population du Bangladesh. Les 2 autres pourcents étant composés en majoritairement des populations dites tribales, des minorités au statut un peu différent, ainsi que les nombreux étrangers attirés par l'industrie florissante du pays. Les Bengalis parlent donc le bengali, une langue indo-aryenne, donc du sous-continent indien, parlée au Bangladesh et en Inde, dans des régions très peuplées, faisant du bengali la langue la plus parlée de sa famille en termes de locuteurs natifs, bien que l'hindi soit plus parlé si on prend aussi en compte les locuteurs secondaires. J'ai dit très peuplé? Eh ben oui, parce que la population du Bangladesh s'élève à environ 170 millions de personnes. Une population un peu plus élevée que la Russie pour comparer, alors que le pays est littéralement 127 fois plus petit. Et encore, 170 millions, c'est pour ce qui est des recensements officiels qui sont faits un peu à la zob. Si on demande à la population locale, eux, ils sont persuadés qu'ils sont bien plus que ça. Toujours pour ce qui est de la population locale, elle est à 91% musulmane, 8% hindous, principalement au nord et à l'ouest, et le dernier pourcent est divisé entre chrétiens et bouddhistes, religion principale des peuples tribaux mentionnés plus tôt. Revenons-en un peu à la carte. Le Bangladesh est majoritairement composé de terres agricoles, en même temps il faut nourrir 170 millions de personnes, avec des petites collines à l'est et au sud-est, et à l'ouest la célèbre forêt de Sundarban, où on trouve la plus grosse population de tigres du Bengale et dont la partie la plus étendue et sauvage se trouve au Bangladesh. Le pays est traversé par 3 rivières principales, le Meghna, le Padma, qui est le Gange qui change de nom en passant la frontière, le Jamuna, qui est le Brahmapoutre, qui change aussi de nom en passant la frontière, et pour finir, mentionnant sa capitale, Dhaka, ville la plus densément peuplée du monde avec 20 millions d'habitants, ce qui peut être peu par rapport à d'autres grandes villes, sauf que celle-là, elle est beaucoup plus petite que les autres villes de population similaires. Terminons-en avec mon sujet préféré, le drapeau. Le drapeau du Bangladesh est assez simple et identifiable, un soleil rouge sur fond vert, vert symbolisant les terres fertiles du pays et le rouge symbolisant le sang des combattants de l'indépendance. Le soleil, lui, signifie un soleil qui se lève sur le futur radieux de la nation, et vous l'avez peut-être remarqué, mais le soleil n'est pas exactement au milieu. Je m'attendais donc à ce qu'il y ait toute une symbolique derrière, mais non. En fait, si le soleil n'est pas au milieu, c'est pour qu'on ait l'impression qu'il est au milieu quand il flotte. Efficace. Et autre chose intéressante, la teinte de vert a été volontairement choisie pour être différente de celle du drapeau pakistanais. Et pourquoi ça? Eh ben, voyons-le en se penchant sur l'histoire du pays. Alors je sais pas vous, mais moi, une des premières questions que je me suis posée, c'est comment l'islam s'est imposé sur ce petit bout de terre? Eh bien, ça se réfère directement à sa géographie, car comme mentionné plus tôt, la région a toujours été une terre agricole, donc de paysans, une sorte de grenier à grains pour les empires contrôlant la région, et jusqu'au Xe siècle, la région est majoritairement bouddhiste, car ayant toujours été sous le contrôle de nations bouddhistes, comme l'Empire Pala par exemple, et c'est sous cet Empire Pala, au Xe siècle, que les premiers marchands musulmans arrivent sur le territoire,
au sud-est du Bangladesh actuel et fonde les premiers foyers musulmans du pays. Mais ça s'emballe vraiment à partir du XIIIe siècle, quand l'empire Ghoride, venu d'Afghanistan, s'étend et conquiert tout le nord du sous-continent indien, Bengale inclus. C'est seulement de courte durée, car cet empire s'effondre à peine quelques années après être arrivé dans la région et se dissout en plusieurs petits sultanats, comme le sultanat de Delhi ou, ce qui nous intéresse ici, le sultanat du Bengale. Dans ces différents sultanats, on voit surtout des pouvoirs musulmans régner sur des populations majoritairement hindoues, mais dans les campagnes du Bengale, la population bouddhiste se convertit assez rapidement à la nouvelle religion arrivée. Puis, au XVIe siècle, c'est l'arrivée d'une nouvelle puissance dans la région, l'empire moghol, pas l'empire mongol, l'empire moghol, descendant des Timourides, donc des musulmans avec des turkiques au pouvoir, et qui conquièrent presque la totalité du sous-continent indien, notamment c'est eux qui construiront le Taj Mahal par exemple, mais pour ce qui est des campagnes du Bengale, là encore, elles restent majoritairement agricoles et commencent à développer une vraie identité propre liée à leur foi musulmane. En 1857, l'empire moghol s'effondre. Les sultanats d'avant redeviennent alors brièvement indépendants avant de se faire annexer par les Anglais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les Français étaient alliés au sultanat du Bengale pendant la conquête britannique. Mais bref, les Anglais fondent alors le Raj britannique, Raj faisant référence au titre de Raja des rois locaux. Et là, les Anglais ils ont tenté, comme tout empire colonial, de christianiser les populations locales. Mais face aux puissantes identités religieuses, ils ont vite abandonné l'idée et ont reconnu les religions locales, laissant les identités s'affirmer encore plus. Mais pourquoi autant insister sur les religions, me demanderez-vous ? Eh bien parce qu'à un moment, les Anglais ils s'en vont. Et en 1947, le Raj britannique, c'est tout ça. Enfin non, à ce moment-là, la Birmanie est devenue une entité à part. Mais on reste quand même avec un immense territoire très peuplé. Et comment on divise tout ça ? On laisse les locaux se gérer ? Bien sûr que non. On divise ethniquement ? Non, trop compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se base sur les religions. Le Sri Lanka bouddhiste devient indépendant et pour le reste, on ignore les religions minoritaires et on se base sur les deux plus grosses, l'hindouisme et l'islam, sont donc créés le Pakistan pour les musulmans et l'Inde pour les hindous. Enfin, pour compliquer un peu, il y a plus de 500 petits États à statut particulier dans le Raj, à qui on demande de choisir qui rejoindre, et là il y en a deux intéressants à mentionner. Un hors sujet, le Jammu et Cachemire, dont le roi, ou Maharaja, est hindou, mais dont la population est musulmane. Donc le Maharaja choisit de rejoindre l'Inde, mais le Pakistan s'y oppose, et les deux pays se tapent encore régulièrement dessus à ce sujet. Rien que cette année, il y a eu un conflit. Et sinon, il y a aussi l'État du Tripura, dont l'ethnie principale à l'époque, les Tripuris, sont hindous, et donc ils rejoignent l'Inde, bien qu'ils soient plus ou moins dans le Bangladesh, ce qui explique la forme du pays. Et oui, j'ai dit l'ethnie majoritaire à l'époque, parce qu'aujourd'hui, l'ethnie majoritaire de cette région sont les Bengalis hindous. Parce que oui, du coup, avec la création des deux États, les hindous au Pakistan et les musulmans en Inde se font chasser et doivent quitter leur terre précipitamment, en une journée, ce qui crée un mouvement de foule énorme, on parle quand même de 15 millions de déplacés, avec des violences et des accidents dont on estime le bilan à près d'1 million de morts. C'est un véritable traumatisme dans la région et c'est d'ailleurs les événements évoqués dans la série Miss Marvel. On a donc maintenant deux pays indépendants, mais là, il y a quelque chose qui devrait vous faire tiquer. Genre le fait que le Pakistan est coupé en deux, avec l'Inde, 7e plus grand pays du monde au milieu. Bah les Anglais, eux, ils n'ont pas vu le problème. C'est vrai, hein, on a un pays séparé en deux, avec deux parties à des milliers de kilomètres l'une de l'autre et qui ont chacune une langue et une ethnie différentes. Comment ça pourrait mal se passer ? Ben ça s'est mal passé, hein. Vous vous en doutez, le gouvernement, la capitale, tout étant dans le Pakistan occidental, le Pakistan oriental est complètement négligé et peut pas se développer correctement. Plusieurs mouvements de contestation naissent alors, mais ils restent très séparés et divisés, notamment sur des questions de place de la religion dans leurs idéologies. Puis, en 1952, le Pakistan occidental en a marre qu'il ait autant de différences avec sa partie orientale, il envoie donc des colons s'y installer et tente d'y imposer leur langue, l'ourdou. Face à cette situation, plusieurs mouvements de contestation bengalis s'unissent et créent la Ligue Awami qui a violemment lutté pour le maintien de leur langue et après 4 ans de lutte, en 1956, le Pakistan accepte de reconnaître le maintien du bengali au Pakistan oriental, ce qui est une grande victoire. D'ailleurs, les luttes ayant commencé le 21 février 1952, la Journée internationale des langues maternelles a été instaurée le 21 février en hommage à ces incidents. La situation reste très tendue et inégale pendant les années qui suivent jusqu'en 1970 où le Pakistan oriental est victime d'un violent ouragan, mais le gouvernement ne se bouge pas.
C'en est trop, la Ligue Awami prend les armes, le peuple se soulève et trouve un leader, le Cheikh Mujibur Rahman, et c'est le début de la guerre d'indépendance du Bangladesh. Une guerre violente et traumatisante où l'armée pakistanaise commettra ce qui est aujourd'hui reconnu comme un génocide et potentiellement le deuxième génocide le plus violent du XXe siècle, bien qu'avoir un nombre exact de victimes est très compliqué. Seulement, après plusieurs mois de violents combats, l'Inde en a un peu marre que des avions du Pakistan survolent son territoire pour aller au front, décide d'entrer dans le conflit et en profite pour gratter des territoires dans le Cachemire. Un armistice est alors signé et le Bangladesh devient indépendant le 16 décembre 1971 avec à sa tête le Cheikh Mujibur Rahman. Ouais, c'était pas bien marrant tout ça. Faisons alors une petite pause avec quelques fun facts avant de se remettre dans le sérieux. Le saviez-vous? Le Bangladesh a 6 saisons. Le printemps, l'été, la saison des pluies, le premier automne, le deuxième automne et l'hiver. En gros, il fait bon, il fait super chaud, il pleut 24 heures sur 24, il refait super chaud, il refait bon et il fait surprenamment froid. Oui, l'hiver au Bangladesh est vraiment froid. Le saviez-vous? Il y a une coutume qui fait que les personnes âgées aux cheveux blancs se les teignent au henné et donc au Bangladesh, les rues sont remplies de bas de roux. Le saviez-vous? Les Bangladeshis raffolent de symboles nationaux. Ils ont un animal national, le tigre, une fleur nationale, le nénuphar, symbole très présent et assez stylé, mais ils ont carrément un arbre national, un poisson national et même un fruit national, le jackfruit, qui est le fruit le plus gros et lourd du monde. Et pour donner mon avis, quand c'est pas trop mûr, c'est bon, mais quand c'est trop mûr, c'est pas très bon. Voilà. Si vous avez besoin de rien, vous savez où me trouver. Le saviez-vous? La frontière nord du pays a été un jour la région avec le plus d'enclaves au monde. 162. Sont 11 territoires indiens dans le Bangladesh et 51 territoires bangladeshis dans l'Inde, et carrément la seule enclave au 3e degré de l'histoire. Un territoire indien dans un territoire bangladeshi, dans un territoire indien dans le Bangladesh. Mais relativisons, c'était juste un champ de la taille d'un terrain de tennis. D'ailleurs, Dog7 a parlé de cette situation dans une de ses vidéos, très intéressante, mais je vais quand même me permettre une petite précision, car dans sa vidéo, il mentionne le fait que ces frontières auraient favorisé la criminalité et auraient compliqué les accès à l'éducation et aux soins, mais non. Je suis allé sur place, j'ai discuté avec la population locale et apparemment, les gens pouvaient aller où ils voulaient en s'en foutant un peu de la frontière. On parle vraiment de champs et de petits terrains avec une seule maison dessus. L'armée s'amusait pas à vérifier qui allait où, mais administrativement, c'était très chiant. Donc ils ont dit stop et à un moment, toutes les enclaves dans l'Inde sont devenues indiennes et toutes celles dans le Bangladesh sont devenues bangladeshis, à l'exception de la plus grande, d'Aragram, un territoire bangladeshi dans l'Inde, et la plus grande, c'est 18 km². Ça paraît beaucoup, mais croyez-moi, c'est pas beaucoup. Surtout que là encore, c'est principalement des champs. Le saviez-vous? Le Bangladesh est parmi les pays les moins touristiques du monde, avec une moyenne de 120 000 visiteurs par année, dont la majorité viennent pour du business et même pas du tourisme. Et c'est très peu. Pour comparer, la Corée du Nord, c'est 300 000 visiteurs par année. Le saviez-vous? Il y a une raison derrière le fait que je sorte cette vidéo ce mois-ci. Allez, c'est parti pour le dernier point. Comme vous pouvez l'imaginer, l'histoire de l'indépendance du Bangladesh est plutôt violente et marquante, ce qui a donné naissance à énormément de monuments, une idéalisation des combattants de l'indépendance nommés Freedom Fighters, un fort ressentiment anti-Pakistan et carrément la fille de Cheikh Mujibur au pouvoir. Notons également que l'Inde se servait pas mal de l'excuse du « on vous a aidé à devenir indépendant » pour traiter le Bangladesh comme un genre de colonie, avec des traités d'échange de manufactures et autres ressources très à son avantage, et une centaine de civils bangladeshis abattus chaque année par l'armée indienne à la frontière.
Il faut aussi savoir que le Bangladesh, pays surpeuplé mais se voulant égalitaire, met en place beaucoup de quotas dans la fonction publique, secteur le plus prisé dans le pays, comme par exemple des quotas pour les femmes, pour les populations tribales, pour les minorités religieuses, etc. Mais jusqu'il n'y a pas longtemps, près de la moitié de ces emplois étaient réservés aux freedom fighters et à leurs descendants. Donc face à cette situation, en juillet 2024, il y a tout juste un an, plusieurs manifestations ont été organisées par les étudiants pour lutter contre ce favoritisme. Manifestations qui ont commencé assez gentiment jusqu'au 16 juillet dans la ville de Rangpur au nord du pays où l'étudiant Abu Saïd est tué par la police, faisant escalader la violence et poussant la police à tirer dans le tas. Cet acte de violence fait alors basculer les événements. Tout le peuple descend dans les rues pour manifester et le mouvement des étudiants contre les quotas devient désormais une révolution du peuple contre le gouvernement, la corruption, le favoritisme des freedom fighters et l'ingérence indienne. C'est le début de ce qui est désormais nommé la Révolution de juillet ou le Bloody July, le juillet sanglant, une révolution violente ayant fait officiellement 3000 morts, mais beaucoup plus selon certaines sources, selon moi aussi d'ailleurs, et près de 20 000 blessés. Au terme de cette révolution, le gouvernement est déposé, le culte des freedom fighters est remplacé par un culte des étudiants révolutionnaires avec la figure d'Abu Saïd représentée partout, le docteur Mohammad Yunus, prix Nobel de la paix, prend la tête du gouvernement et malheureusement un fort ressentiment anti-Inde remplace le ressentiment anti-Pakistan, attisé par le fait que l'Inde ait accueilli le gouvernement bangladeshi déchu et ait lancé une intense campagne de propagande auprès de sa population accusant le Bangladesh de génocide envers les minorités hindoues, ce qui ira jusqu'à la Cour des Nations Unies mais retombera très vite parce que c'est faux et plusieurs Bangladeshis hindous prendront la parole pour débunker tout ça. Mais les tensions entre les deux pays s'intensifient encore chaque jour et un point de rupture a été atteint quand le Bangladesh a soutenu le Pakistan lors des tensions au Cachemire en 2025, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et créer beaucoup d'incompréhension mais peut être explicable quand on se penche sur les détails de la situation. Bref. C'est un sujet clivant et bien évidemment beaucoup plus complexe et il y a encore énormément de choses à dire, mais je voulais quand même utiliser ma modeste voix pour mettre de la lumière sur ces événements et rendre hommage au courage qu'a eu ce peuple un an après. En tout cas, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs, que ça vous a intéressé, que ça vous a peut-être donné envie de venir visiter. Et sur ce, c'était Saibot et à dans moins de 4 ans. সিটি মানে টাকা সিটি পাবলিক সিটি আর মুখে মারেও সিটি আরে সিটি